Parlons maintenant d'horticulture. Jean-Pierre Martel, l'implantation d'un couvre-sol. Où installe-t-on un couvre-sol? Lorsqu'on a enlevé la pelouse ou encore sous des conifères, d'immenses épinettes où plus rien ne pousse à cause de l'acidité du sol? Vous l'avez dit, Daniel, l'implantation, c'est l'étape la plus... premièrement, là, souvent, quand on pense couvre-sol, on a certaines plantes en tête, là, les fameux vinca, agopodium, muguet, ces choses-là. Mais juste pour rire, regardez, je vous ai fait une petite liste, Daniel, là, rapidement, puis j'en ai au-dessus d'une 50aine. Il y a vraiment du choix. Puis l'étape principale, c'est lors de l'implantation. J'ai plein de gens qui viennent, qui décident de, j'aimerais ça implanter un endroit avec du couvre-sol. Puis lorsqu'on commence à leur poser des questions sur le site comme tel, ils peuvent pas répondre. Moi, je peux pas lire votre écriture. Non, mais ça, c'est une écriture de pharmacien. J'ai fait ça très rapidement. Vous devez être docteur en horticulture. Je vais en nommer quelques-uns, là, mais ce que je veux revenir, c'est que la partie implantation, lorsqu'on veut établir un couvre-sol, implanter un couvre-sol, faut premièrement pas tenter de changer le site, mais de bien l'étudier. Donc, de s'assurer du type de sol qu'on a. C'est-tu un sol sablonneux? C'est-tu un sol argileux? Faut connaître un peu le type de sol. Ensuite de ça, l'exposition. Soleil, ombre, ça, c'est important. On dit tout oui, hein, autour de la table, mais vous seriez surpris. Je pose la question, est-ce que c'est à l'ombre? Là, il y a du soleil entre midi et une. Attends, je sais. C'est moi que vous imitez. Là, allez vérifier. Non. Donc, faut connaître ces données-là pour justement pouvoir implanter le couvre-sol. Aussi, est-ce qu'on est sous un arbre ou l'ombrage est fait par un bâtiment? Ça joue beaucoup parce que l'arbre va avoir une compétition au niveau de l'eau, donc ça va assécher le sol. Donc, de bien étudier le site, c'est très, très important. Deuxième étape, Daniel, nettoyer. Et vraiment nettoyer à fond. Si c'est du gazon, il faut tout enlever le gazon. S'il y a des mauvaises herbes, il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut vraiment faire le travail de nettoyage à la base pour éviter toute compétition. Oui, mais à un moment donné, ça se multiplie tellement, le muguet ou la pervenche, ou les limaces, là, que ça prend le dessus. Oui, mais je parle, moi, avant d'établir, justement, le couvre-sol, il faut nettoyer le site comme il faut, s'assurer qu'il y ait vraiment zéro compétition. Puis après ça, c'est certain que l'utilisation d'un paillis, ça va aider là, lorsqu'on va faire l'implantation comme telle. Troisième étape, c'est qu'on peut aussi amender cette partie-là. Là. Si, on a fait le nettoyage, là, on peut peut-être ajouter un petit peu de compost pour enrichir le site. Votre compost en granules, là. On peut faire le compost en granules. Ça ou fonctionne, un compost, hein? Ça fonctionne très bien. Donc, on peut amender ce site-là pour s'assurer d'avoir du rendement. Puis, une chose que peu de gens font aussi, lorsqu'on établit un couvre-sol, c'est à la plantation, de faire des tests. Vous avez une superficie, je ne sais pas, de 100 pieds carrés. C'est pas la première année que vous allez être capable d'implanter un couvre-sol là-dessus. Ça peut prendre jusqu'à 3 et 4 ans. Il n'y a rien qui empêche la première année de faire des essais. Donc, de choisir, on sélectionne 2-3 plantes qui feraient l'affaire là. On les plante, on met un paillis, puis on les regarde aller. Puis souvent, il y en a une qui va se démarquer. Puis là, on se dit, parfait, c'est le site idéal pour cette plante-là. Donc, on y va avec celle-là. Ça nous permet de faire un choix beaucoup plus éclairé parce que peu importe, les gens viennent nous voir, on donne des suggestions, mais il n'y a rien comme l'essayer sur place pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné. Ou on fait des mélanges. Ou on peut faire des mélanges. C'est souvent comme ça que ça part. On fait des tests, puis là, les trois vont bien ensemble, on les sépare, on divise la section. Mais c'est bien évident que c'est du muguet. Il va prendre le dessus. Oui, il va prendre le dessus. S'il est dans un endroit en plus ombrageux où c'est sec, etc. Pas d'entretien. Il va prendre le dessus. Et lorsque vous l'implantez, dernière chose aussi, respectez la distance de plantation, Daniel. Il y a des gens qui ont tendance à dire, moi, je vais en mettre plus, mais mettre plus serré, ça va aller mieux. C'est pas vrai. C'est comme pratiquement vaporiser un insecticide. Oui, c'est ça. Il faut vraiment respecter. Il y en a qu'il faut distancer de 6 pouces, d'autres d'un pied, etc. Il faut respecter cette distance de plantation. Cette règle-là. Lorsqu'on pense couvre-sol, Daniel, là, on a souvent les fameuses vivaces couvre-sol en tête. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choix. Puis on l'oublie aussi, à part les vivaces, puis il y en a une panoplie de vivaces, on peut aussi utiliser des arbustes. Donc, il y a des arbustes couvre-sol. Rampants. Absolument, cotonéastère, Salix repens, il y a des rhododendrons rampants, dépendamment des différents sites. On peut aussi aller avec les conifères. Les situations ensoleillées, les génévriers rampants, là, vont faire d'excellents couvre-sols. Ça va faire le travail, mais on n'a pas tendance à penser à ces plantes-là. Des graminées aussi. Des situations un peu plus humides. Le phalaris, ça va être une graminée qui va prendre toute la place puis qui va s'installer. Même les fougères, Daniel, peuvent être utilisées comme couvre-sol. À la limite, on peut même prendre des plantes grimpantes.
le Parthénocissus, la fameuse vigne vierge, peut être utilisée comme couvre-sol. Pensez à la gare d'Ottawa, près du stationnement, lorsque vous arrivez. C'est du bourreau des arbres qui a été mis là. Oui, mais si on met ça sous un arbre, par exemple, un C'est couvre-sol, certain. ça va étouffer l'arbre. C'est Ça certain. va grimper sur le tronc. C'est certain. Donc, mais il y a énormément de choix, puis il ne faut pas se limiter nécessairement à ce que vous voyez dans les jardineries, là, les petites vivaces, couvre-sol, le vinca, l'agopodium, le thym laineux, le lysimachia, ces choses-là. Il y a d'autres options, mais c'est d'étudier le site qui est très, très important. Là, il vous reste 1 minute pour me parler du Simicifuga racemosa. Le cierge Chic type. Ouais, on l'a rencontré dernièrement, puis le cierge... Vieille bien. Oui. Il fait pas son âge. C'est une vivace assez extraordinaire, Daniel. Le cierge d'argent, on cherche souvent une vivace dans des situations ombragées qui va nous donner une floraison, qui va nous donner aussi de l'odeur, qui va être très odoriférante. Donc, le cierge d'argent aussi, il y a différents cultivars. Vous pouvez l'avoir avec des feuillages foncés. Dont les cultivars, par exemple, Atropurpurea, Chocolique ou Brunette, différents formats. Mais c'est une vivace qui peut venir entre 3 et 4 pieds de haut, qui prend un certain temps à s'établir, mais lorsqu'elle est établie, elle reste en place. Le feuillage est assez extraordinaire. C'est un feuillage denté, composé, trilobé, très rustique, zone 3-4. Mi-ombre, ombre, tolère très bien ces situations-là, demande un sol riche. Donc, avec des hostas, des astilbes, ça peut donner un accent là, très, très intéressant. Donc, le cierge d'argent, Simicifuga, ça gagne à être connu. Puis, 0 insecte. Oui, puis 0 entretien et ça donne l'épi de fleurs blanches qui sent le jasmin. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui. Bon, merci infiniment, Jean-Pierre Martel. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Au plaisir. Au revoir. Après les informations